Donc moi, je suis Luc Van Krenen, je représente l'association Plantons par Nature, qui est dans la triade sur la thématique biodiversité des assises. Des assises. Donc chaque thématique a il y a les élus, il y a un représentant de civil et aussi les techniciens. Et donc voilà, Plantons par Nature fait partie au niveau de la biodiversité pour les assises. Et donc, ce soir, c'est un webinaire ouvert aux élus, aux techniciens et aux professionnels uniquement. Et donc là, on est dans la première phase de lancement de ces assises. Hein. Donc, c'est une phase où on va débattre et échanger sur des thématiques de la biodiversité, voir des pistes. Hein. C'est ce qu'on appelle la phase apprenant. C'est-à-dire qu'on s'enrichit mutuellement de nos expériences et on les met en commun. Et l'objectif, c'est de répondre à des questions. Doit-on plus planter sur l'espace urbain, rendre plus les espaces perméables, quels moyens aussi pour préserver la faune et la flore, comment se reconnecter à la nature aussi. Et donc, ce soir, on a deux personnes qui sont Marine Colombet de l'Office français pour la biodiversité et Benjamin Virelli aussi de l'Agence régionale de la biodiversité pour débattre, enfin présenter cette thématique de webinaire. Et à l'issue de cette phase apprenant, il y aura le temps de l'expérimentation collective qui viendra à partir d'avril-mai. Voilà, je vais laisser la parole à Anne qui va vous présenter plus en détail les deux structures. Merci Luc. En effet, du coup, je vais vous présenter aussi le déroulé de nos échanges. Mais avant tout, petit point du coup, j'admets en même temps les gens qui arrivent. Petit point présentation, donc on a avec nous l'OFB, donc qui est un établissement public d'État qui est dédié à la préservation de la biodiversité et qui est né en 2020, donc c'est assez récent, de la fusion de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, donc l'ONCFS, et de l'Agence française de la biodiversité qui elle, préexistait. L'OFB a 5 grandes missions. Donc, il y a la police de l'environnement, tout ce qui est connaissance, et ça sera d'ailleurs quelque chose qu'on va pouvoir avoir en présentation ce soir. L'appui à la mise en œuvre de politiques publiques, la gestion d'espaces protégés et tout ce qui est mobilisation des territoires. Donc, on est vraiment au cœur du sujet pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. En termes d'organisation, l'OFB est structuré à 3 niveaux, avec une direction nationale, un niveau régional et des services départementaux qui sont associés à des pôles de recherche et des centres de ressources. Et, la direction régionale donc, de la région centre est basée à Orléans, donc tout proche, si on veut les solliciter. Pour ce qui est de l'ARB, donc Agence régionale de la biodiversité en Centre-Val de Loire, c'est un établissement public de coopération environnementale qui lui a été créé en 2019, également assez récent, et qui fédère 22 structures régionales, avec pour but, là aussi, de faciliter l'émergence des projets, avec, en faveur de la biodiversité, bien sûr, l'émergence de projets avec l'idée de la mise en réseau, la diffusion de dispositifs de financement existants, et puis le partage de ressources d'expérience, de retour d'expérience, excusez-moi. Donc, l'ARB accompagne les acteurs pour une meilleure prise en compte des enjeux de la préservation et de la valorisation de la biodiversité, dans le but d'adapter les territoires face au changement climatique. Donc, un vaste défi. Et là aussi, l'équipe technique de l'ARB est basée à Orléans. Donc, les locaux de l'étape, donc Marine Colombet et en effet Benjamin Virelli vont pouvoir nous présenter plusieurs choses ce soir, allant de la connaissance avec les atlas de biodiversité. Après, on parlera plutôt planification territoriale, gestion des espaces publics, gestion de l'eau en ville aussi, et on finira sur un dispositif qui s'appelle Territoire engagé pour la nature, que certains d'entre vous connaissent déjà, et ça permettra d'aller dans le détail de toutes ces présentations. Donc, je vais pouvoir passer la parole à Marine Colombet donc pour l'OFB et pour avoir déjà des informations sur tout ce qui est connaître pour mieux préserver. Voilà, j'arrête mon partage d'écran. Je peux vous inviter aussi les uns et les autres, si vous le pouvez, à couper son, bien sûr, ce qui a l'air déjà d'être fait, mais également la caméra. Et puis, on reprendra le fil de nos visions après.
Dernière chose avant que pendant que Marine s'organise, le chat est ouvert. Donc, si vous souhaitez déjà interagir, poser vos questions, n'hésitez pas. On répondra au fil de l'eau et puis on aura des temps d'échange à la fin des présentations de Marine et de Benjamin. Donc, bonne présentation. À tout à l'heure. Merci Anne. Et bonsoir à tous. Bonsoir aux courageux qui, à cette heure tardive, est encore devant l'écran de l'ordinateur pour venir échanger et parler de biodiversité. Alors, la première étape, quand on s'intéresse à la biodiversité et qu'on souhaite mettre en place des actions, la première étape, c'est de connaître les espèces et les habitats qui sont présents sur le territoire, sachant que sur chaque commune, en fait, on peut avoir des surprises et on peut trouver des espèces peu communes ou un petit coin de boisement ou un cours d'eau, ou voilà, un habitat intéressant à préserver. Mais pour ça, il faut envoyer du monde sur le terrain. Et c'est donc l'intérêt de ces études qu'on appelle en région centre, que vous entendrez plus souvent appeler en région centre inventaire de la biodiversité communale que Atlas de biodiversité communale. Mais sachez que c'est deux dénominations pour une même démarche. Sachant que les objectifs, comme vous le verrez ensuite, des objectifs sont les mêmes en fait pour ces deux démarches, donc les ABC et les IBC, inventaire de biodiversité communale. On va sans doute à l'avenir vraiment essayer de davantage harmoniser la mise en place de ces études, que ce soit ABC ou IBC, pour vraiment travailler ensemble. Les ABC, c'est une démarche nationale donc qui a été mise en place par le ministère et le Muséum d'histoire naturelle, l'Office français de la biodiversité, qui est financée depuis 2017 par le biais d'appels à projets, sachant qu'un appel à projet est en cours en ce moment et permet donc aux communes d'avoir des financements pour réaliser ces études. Mais la particularité donc en région centre, c'est que la région, depuis 2010, finance ces études et s'appuie sur le réseau des associations de France Nature Environnement, un réseau d'associations présentes dans tous les départements et qui comprennent donc des experts un petit peu dans tous les domaines, qui ont aussi tout un réseau de connaissances d'entomologistes ou pour des domaines pour lesquels les associations n'ont pas forcément de compétences. Bref, on a un pool d'experts et puis on a des financements en région centre qui permettent de réaliser ces IBC depuis 2010. Alors, plus concrètement, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste ? Que ce soit des IBC ou des ABC, on a 3 objectifs. Alors, bien sûr, d'abord, la connaissance, c'est-à-dire réaliser des inventaires de terrain et ensuite des cartographies des secteurs qui ont été inventoriés, des habitats qui ont été repérés, localiser les espèces quand il s'agit de sites de reproduction, avoir une idée des endroits qui sont importants pour les espèces. Et puis ensuite, un volet sensibilisation qui est essentiel, d'une part auprès des habitants, auprès des écoles, mais également auprès des services techniques, auprès des employés des communes, des élus, en fait, de l'ensemble de la population, pour faire connaître ce patrimoine naturel présent sur la commune. Et puis impliquer aussi les habitants, même dans les inventaires, via les séances participatives. Et puis un troisième volet d'intégration de ces enjeux, parce qu'un inventaire, ça ne sert à rien si on n'en fait rien, s'il reste au fond d'un tiroir. Et donc, ce qui est important après, c'est les actions qui vont découler de ces cartographies et de ces inventaires, que ce soit dans les documents d'urbanisme ou à travers des actions concrètes pour la gestion des espaces verts, par exemple. Alors, le volet connaissance, donc ça passe par des inventaires, alors des plantes d'abord. Bon, c'est un petit peu le support de tout, hein. La botanique est essentielle et est un petit peu le point de départ. Ensuite, les vertébrés tétrapodes, on va dire que c'est les plus grosses bêtes qui sont les plus faciles à étudier, c'est-à-dire les mammifères, les oiseaux, les amphibiens et les reptiles. En général, bon, ça c'est un peu l'incontournable. Et certains groupes d'insectes, les libellules, les papillons, les coléoptères, bon, plutôt des insectes relativement connus, parce que la biodiversité, c'est tellement vaste qu'on ne peut pas tout inventorier. Et donc, on est obligé de se concentrer un peu sur certains groupes qui sont un petit peu plus faciles à étudier et puis qui sont mieux connus aussi. Sachant qu'en général, quand on repère un habitat qui est intéressant pour ces groupes-là,
on sait qu'il va pouvoir être intéressant peut-être pour des groupes moins bien connus, comme les champignons, les lichens, les mousses, etc. Et puis, bien sûr, on va se focaliser sur des groupes en fonction des enjeux identifiés. Si on a, par exemple, si on a la Loire ou si on a un gros cours d'eau à proximité avec des poissons migrateurs, bon, ben, ça vaut le coup de regarder un petit peu ce qui se passe du côté des poissons et si la commune est située à un endroit stratégique par rapport à la migration des poissons, par exemple. Alors ensuite, ces inventaires donnent lieu aussi à toute une cartographie de synthèse. Le but, c'est d'avoir ensuite une photographie de la commune et puis un peu des réservoirs de biodiversité, des hotspots un petit peu de biodiversité sur la commune, et surtout d'identifier parmi les espaces qui sont gérés par la commune ceux qui présentent le plus de potentiel et savoir si on peut, en améliorant leur gestion, peut-être accueillir davantage d'espèces et surtout préserver les espèces intéressantes qui y sont. Alors, l'ensemble de ces données, donc à la fois les inventaires et les cartes, doivent être publiées à partir du moment où ils sont réalisés. C'est des études qui sont réalisées avec de l'argent public, dans le but aussi de faire connaître le patrimoine naturel au public. Et donc, les données remontent à l'Inventaire national du patrimoine naturel, l'INPN, donc qui est géré par le Muséum d'histoire naturelle. Donc voilà, il y a un cahier des charges qui est soumis aux associations ou aux bureaux d'études qui réalisent ces inventaires pour que les données soient ensuite, bien sûr, publiées et puissent être accessibles à tous, moyennant certaines précautions pour des groupes particulièrement sensibles ou des espèces très rares et protégées. Enfin, voilà. Mais dans l'ensemble, que cette connaissance surtout soit accessible. Donc, pour que, bien sûr, on puisse ensuite la faire connaître aux habitants. Et donc, deuxième volet des ABC, la sensibilisation. Alors, un moyen intéressant, c'est de faire participer en fait les habitants aux inventaires via les sciences participatives. Alors, certaines associations ont des sites internet sur lesquels on peut faire de la saisie de données directement et participer en fait à alimenter, en fonction de ses connaissances, d'apporter des données sur. Ça peut être tout simplement sur des mammifères qu'on a vus à proximité de chez soi, voilà, après, ou sur des insectes observés dans le jardin. Enfin, il y a plein de protocoles en fait qui existent. C'est vraiment quelque chose qui est en pleine expansion et qui permet un petit peu à chacun, y compris même jusque dans les écoles, de s'investir et de faire pas mal de découvertes. Mais surtout, donc, troisième volet, les ABC, l'intérêt, c'est aussi et surtout une aide à la décision, en particulier par rapport aux documents d'urbanisme et au PLU. Alors, Benjamin vous en parlera davantage après, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mais les actions sur une commune, bien sûr, peuvent se mener aussi et surtout sur les espaces gérés par la commune, que ce soit des espaces verts ou des espaces naturels en bord de cours d'eau, des prairies. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et puis aussi, à travers la végétalisation, même de milieux relativement urbanisés, on peut faire revenir certaines espèces. Je pense notamment aux insectes, des insectes pollinisateurs, par exemple. Donc voilà, les atlas permettent de réaliser des actions en fonction de ce qui a été trouvé sur la commune. Alors, maintenant, je vais vous présenter un petit rapidement où est-ce qu'on en est au niveau des ABC, combien de communes en bénéficient aujourd'hui. Alors, en France, on a environ 550 communes qui bénéficient de ces études, enfin, qui se sont appuyées sur ces études. En région centre, on est à plus d'une centaine. Donc, la région centre, en fait, se montre particulièrement dynamique. Donc, comme on l'a dit, grâce à la région et à France Nature Environnement, au réseau d'associations. En métropole d'Orléans, donc on a sur les 22 communes de la métropole déjà 12 communes qui ont réalisé un IBC. Parfois, certaines même l'ont fait dès 2010, dès 2011. C'est le cas de la ville d'Orléans, par exemple, qui a déjà réalisé son IBC et qui est en train de le réactualiser 10 ans plus tard. Parce qu'évidemment, ça évolue, hein, la biodiversité. Il y a des espèces qui disparaissent, il y a des espèces qui arrivent. Donc, voilà, ça nécessite aussi une actualisation. Et puis, actuellement, 5 communes sont en train de réaliser leur ABC, donc avec cette fois le concours financier de l'OFB. Donc, c'était via un appel à projet.
En parallèle, Orléans Métropole a mené une intéressante stratégie d'inventaire de la biodiversité, c'est-à-dire que comme les atlas avancent de manière un peu disparate selon les communes, et puis que certaines communes n'ont pas commencé les inventaires, la métropole a lancé des inventaires spécifiques sur une vingtaine de sites qui ont été identifiés comme à enjeu. C'est-à-dire que les cartes ont été croisées entre les endroits où on a peu de connaissances, où on ne sait pas trop ce qu'il y a en fait, les endroits où l'occupation des sols montre que peut-être on peut avoir des habitats très intéressants, et les projets d'aménagement, les infrastructures, enfin voilà, pour voir un peu où sont les points rouges, un petit peu, où on pourrait avoir à la fois des enjeux biodiversité et des aménagements à prévoir, et donc des points de vigilance à avoir. Et donc, on a une vingtaine de sites qui ont été inventoriés en parallèle de ces atlas de biodiversité communale. Et donc, c'est une stratégie particulièrement intéressante qui est menée sur la métropole d'Orléans et qui, espérons-le, va se poursuivre. Alors, quelques exemples maintenant de réalisation post-ABC ou IBC. Alors, par exemple, sur la commune de Chécy, ils ont choisi d'attirer l'attention sur les poissons migrateurs en Loire, justement, à travers un parcours pédagogique en bord de Loire qui évoque donc la vie des anguilles, des saumons et de ces espèces qui remontent la Loire, alors qu'on ne voit pas, mais c'est difficile à observer, c'est sûr, pour les randonneurs, mais c'est intéressant de savoir que ces espèces sont présentes à quelques mètres dans la Loire et d'en savoir un petit peu plus sur leur biologie. Ensuite, une action un peu plus ambitieuse sur la commune de Cheverny, en fait, à la suite donc de la cartographie de l'IBC, il a été identifié donc un secteur en bord de cours d'eau particulièrement intéressant avec des espèces patrimoniales. Et la commune a décidé donc d'en faire une zone réservée avec un droit de préemption en fait pour pouvoir se porter acquéreur dès qu'une parcelle était en vente sur ce secteur-là, de manière à ce que petit à petit la commune acquiert une partie des terrains qui sont situés sur ce secteur sensible et intéressant, de manière à ensuite pouvoir en maîtriser la gestion et la préservation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de particulièrement intéressant. Et puis un troisième exemple, qui concerne le PLUI, justement, par la communauté de communes de Chinon, qui, à la suite de l'ABC, a bien cartographié sa trame bocagère, ses haies, et a identifié des haies à conserver absolument. Donc la Comcom de Chinon a fait une publication, une information de tous les habitants sur l'existence chez eux, sur leur propriété de haies ou d'arbres remarquables. Et dans le règlement du PLU, il est indiqué que tout arrachage de haies doit faire l'objet d'une déclaration en mairie et doit faire l'objet de replantation pour compenser l'arrachage si jamais cet arrachage doit absolument se faire. Donc un début de protection un peu du patrimoine arboré de la commune. Et là aussi, une démarche très intéressante. Et donc, tout cela peut être formalisé dans le cadre d'une démarche qui s'appelle Territoire engagé pour la nature, qui est pilotée aussi au niveau national par l'OFB, mais qui en région centre est animée par l'Agence régionale pour la biodiversité et qui vous sera présentée tout à l'heure par Benjamin. Donc, Benjamin, à qui je vais laisser la parole pour la suite. Merci pour votre attention et puis à tout à l'heure donc pour la suite. Merci Marine. Benjamin, je te laisse enchaîner alors du coup. Ça fonctionne, parfait. Et n'hésitez pas, toujours, vous avez déjà commencé à poser vos questions dans le chat. On surveille toujours pour y répondre à la fin des interventions. C'est mieux avec le micro, excusez-moi. Donc, n'hésitez pas à réagir si vous avez des soucis. Il y a peut-être un délai dans la transmission des diapos. Donc, merci à Marine pour ces éléments. Effectivement, la connaissance est un des éléments majeurs pour préserver la biodiversité. Il faut connaître pour savoir quoi faire, comment agir, que ce soit la biodiversité effectivement remarquable comme la biodiversité ordinaire que l'on va retrouver sur nos territoires.
Et les exemples effectivement pris par Marine montrent bien l'importance de commencer par les documents d'urbanisme comme un outil de préservation de l'existant et également de définition de sa stratégie de planification territoriale. Donc, dans cette planification territoriale, on a parlé documents d'urbanisme qui effectivement impose une prise en compte de la biodiversité au sens large, selon l'article 110 là, du Code de l'urbanisme que j'ai noté ici. Et cette prise en compte, elle va s'effectuer à différentes échelles. Donc, il y a à la fois à l'échelle régionale, avec le schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires, le fameux SRADET, donc qui a été adopté en fin 2019 au niveau de la région et qui va notamment intégrer le schéma régional de cohérence écologique qui existait auparavant et qui est finalement le schéma trame verte et bleue à l'échelle régionale et qui va définir les grandes orientations de continuité écologique qu'il va falloir maintenir dans nos territoires. Et il y a donc des causes aussi, on va dire des liens avec les différents documents de planification infra, donc notamment le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, qui va aussi devoir être compatible avec le SRADET, lui-même s'imposant aux différents documents d'urbanisme en dessous, notamment les PLU, plans locaux d'urbanisme que vous avez au niveau de la métropole, notamment avec l'élaboration du PLU métropolitain en cours, qui permet d'intégrer ces questions de biodiversité. Mais l'intégration, elle va pouvoir se faire à différents niveaux dans ces différents documents, à la fois au moment du diagnostic des territoires, donc soit au niveau de l'état initial de l'environnement, du rapport des présentations. Donc, c'est tout à fait important de connaître pour pouvoir identifier à ce moment-là déjà les enjeux de son territoire, que ce soit en termes d'espèces, s'il y a des espèces ou des milieux remarquables qu'il faut absolument préserver, ou si effectivement il y a plutôt des enjeux sur les continuités à maintenir ou à restaurer. On va également avoir dans la définition des objectifs au travers du PADD, le projet d'aménagement et de développement durable, et le document d'objectifs et d'orientation, la définition des objectifs donc, sur la durée de vie des documents d'urbanisme en termes de biodiversité. Et tout cela va se traduire aussi d'un point de vue réglementaire au travers d'un règlement écrit et d'un règlement graphique qui permet ici aussi d'identifier très clairement des espaces, comme l'a montré Marine, des espaces par exemple de bocage, de haies à préserver, sur lesquels là, c'est clairement défini à la parcelle et avec des préconisations en termes de gestion, en termes surtout d'usage. Et donc là, on est vraiment sur une présentation assez synthétique. Dans ces différents outils, il y a différents degrés d'intégration de la biodiversité et vous aurez, je pense, vous en avez déjà débattu, j'imagine, dans le cadre du PLU, mais effectivement, on est là sur un outil extrêmement puissant en termes de préservation de la biodiversité. Mais en termes de planification territoriale, il y a d'autres documents également qui peuvent et doivent, on vous encourage à prendre en compte la biodiversité, que sont le PCAET, Plan Climat Air Énergie territorial, les agendas 21 que vous devez sûrement connaître, les schémas directeurs éclairage, qui est là aussi souvent sur une entrée énergétique pour un renouvellement, pour passer justement des lampes, installer des lampes à LED notamment, pour réduire l'empreinte énergétique. Mais ça peut être aussi l'occasion de prendre en compte la biodiversité, notamment en programmant des périodes d'extinction qui évidemment réduisent la facture énergétique, mais a un intérêt plus qu'important par rapport à la biodiversité. On a également les schémas directeurs gestion de l'eau pluviale où en intégrant la biodiversité dans la gestion de l'eau pluviale, on va pouvoir passer d'une gestion hydraulique avec du tout tuyau où on va aller jusqu'à la création de noues ou d'espaces d'infiltration. On va déminéraliser. En déminéralisant, on va favoriser notamment la végétation. Et par le choix de cette végétation, on peut arriver sur des espaces paysagers, voire écologiques, avec par exemple la renaturation par des mares, etc. Et pour le coup, je laisserai Marine développer ces aspects-là tout à l'heure. Mais effectivement, ce qui est extrêmement important, c'est de pouvoir, au plus tôt dans la réflexion sur ces différents outils, intégrer la biodiversité, les questions de biodiversité, parce que la nature peut être source de solutions pour pouvoir répondre aux enjeux de territoire. On pense notamment aux enjeux d'adaptation au changement climatique, les îlots de chaleur, la gestion de l'inondation, par exemple, pour lequel renaturer et redonner une fonctionnalité écologique à un milieu peut permettre de répondre à ces questions. On pense à l'arbre en ville, évidemment, pour la gestion
des îlots de chaleur, on pense aux zones humides pour la gestion de l'inondation. Mais c'est vrai que penser ces différents éléments de nature, de biodiversité, dans les schémas qui ne sont pas, on va dire, intuitivement tournés vers la biodiversité, peut permettre de réduire les coûts et d'améliorer également le cadre de vie pour la population. Autre sujet, vous l'avez compris, aujourd'hui, on est vraiment dans un panorama très large des actions possibles pour les collectivités, la gestion des espaces publics. Je vais être assez rapide sur cette première partie parce qu'un webinaire a déjà eu lieu dans le cadre de ces assises et je vous invite à le revoir. Donc, il a eu lieu la semaine dernière, le 3 février, notamment avec l'intervention de Quanticité. Et l'idée, c'est effectivement que la gestion écologique des espaces verts doit passer par entretenir autant que possible, autant que nécessaire, mais aussi peu que possible. Ce qu'on entend par là, c'est vraiment de définir l'usage et l'objectif de chaque espace vert de son territoire pour en définir le mode de gestion. Très clairement, on va avoir des espaces qui vont plutôt avoir un usage horticole. Je pense notamment aux espaces un petit peu de prestige devant les mairies notamment. Mais par contre, on a également des espaces qui vont être beaucoup plus, on va dire, sauvages, qui peuvent être beaucoup plus sauvages dans des espaces peut-être plus périphériques à la ville ou même au sein de vos espaces verts qui permettent justement un retour de la biodiversité. Et donc là, déjà en 2017, avec la loi Labbé qui interdisait les produits phyto, ces espaces verts ont dû repenser notamment leur gestion avec l'arrêt du glyphosate, du désherbage. Et ce qui a posé la question notamment de la gestion du désherbage et notamment de l'acceptabilité des herbes folles par les habitants. Et il est beaucoup plus facile de gérer une herbe folle au milieu d'un trottoir ou d'un espace végétalisé plutôt que sur un espace minéral parce que voilà, ça va se voir tout de suite et on va avoir vraiment des contraintes sur la gestion de cette végétation alors que quand on passe sur une gestion du végétal, il est effectivement plus facile, plus paysager de pouvoir le gérer et donc l'acceptabilité peut se faire aussi plus facilement par les habitants. Et donc, cette végétalisation qui se développe, c'est autant d'occasions de développer du micro-habitat en faveur de la faune, de favoriser bien sûr le végétal local. Je pense que Luc ne me contredira pas en disant que privilégier une essence adaptée au contexte pédoclimatique aujourd'hui de nos territoires, c'est d'autant plus de réussite à la reprise après plantation et aussi d'être adapté à la faune locale, à la fois en termes d'habitat, en termes de fourniture de gîtes de couvert, tout simplement, pour favoriser cette biodiversité locale. Et bien sûr, repenser la place de l'eau dans ses usages dans les espaces verts, à la fois en termes de quantité, l'arrosage, la gestion aussi, anticipée par le choix des végétaux peut-être moins consommateurs d'eau, les périodes de canicule ou de sécheresse que nous pouvons avoir sur nos territoires. Donc là aussi, je ne vais pas plus loin, c'est le webinaire du 3 février qui pourra vous donner des détails. Moi, j'ai choisi plutôt de parler cimetières. Les cimetières sont aussi des lieux, on va dire, qui ont évolué au cours des dernières décennies, dernières centaines d'années, je dirais même, avec une transition qui était un passage de lieux végétalisés, comme vous pouvez le voir sur les deux photos de gauche. Historiquement, on avait des cimetières végétalisés. Mais c'est vrai qu'au gré des différentes évolutions de la société, notamment avec l'apparition des produits phytosanitaires après-guerre, la nécessité aussi, la tendance à la propreté, l'hygiénisme de ces lieux-là après des pandémies aussi par le passé, on a eu tendance à nettoyer et rendre ces espaces très minéraux, comme vous pouvez voir sur les différentes photos à droite pour le coup. Mais aujourd'hui, on est obligé de repenser ces espaces, à la fois parce que ça y est, au mois de janvier, on nous a annoncé, l'arrêté est sorti, annonçant l'extension de la loi Labbé et donc l'interdiction de l'usage des phytosanitaires et donc des désherbants au 1er juillet 2022. Donc, ça va nous imposer évidemment de repenser la gestion de ces cimetières. L'évolution des rites funéraires aussi a évolué, notamment avec une autre vision de la fin de vie, de la mort, et notamment l'apparition de tout ce qui va être incinération et donc columbarium ou des espaces pour répandre les cendres dans les cimetières. Effectivement, ça demande de repenser complètement ces lieux. Et aussi, bien évidemment, la prise en compte sociétale de l'impact de ces lieux de recueillement et même des processus d'inhumation
par rapport à l'environnement, où ça nécessite donc de repenser la gestion pour passer d'un cimetière classique, très minéral, comme vous l'avez à gauche, à des cimetières beaucoup plus paysagers qui peuvent avoir l'image des parcs cimetières à l'anglo-saxonne, comme l'image que je vous ai mis à gauche. Et pour passer à ça, de l'un à l'autre, on n'y passe pas en un claquement de doigts. Il faut vraiment repenser la gestion du cimetière selon les espaces, exactement comme on réfléchit la gestion différenciée des espaces verts du reste de la commune. Donc, on peut commencer déjà par les allées, qui sont des espaces végétalisables par notamment des systèmes d'enherbement. Ces enherbements peuvent permettre à la fois bien sûr l'infiltration de l'eau, la gestion du végétal, comme je le disais, c'est plus facile de cacher une herbe parmi du végétal que de la laisser au milieu des graviers. Et donc l'acceptabilité sociale peut aussi être facilitée. Bien évidemment, il faut prendre en compte aussi les problématiques d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et bien sûr les corbillards pour les cérémonies. Donc cette végétalisation va permettre aussi la mécanisation, notamment par la tondeuse, comme vous voyez sur l'image de Strasbourg, où l'idée, c'est aussi de penser chaque espace en fonction des capacités et de la gestion de l'entretien qu'on fait derrière. Ça m'amène directement à parler des intertombes. Aujourd'hui, l'intertombe est souvent un espace assez critique dans les cimetières, notamment par leur étroitesse ou leur… voilà, comme vous voyez sur la photo, le fait qu'on ait des espaces mixtes, un peu minéralisés, un peu en terre, très difficiles d'accès, qui vont avoir un rendu, après l'arrêt des phytosanitaires, assez difficile, en tout cas avec une acceptabilité des familles qui viennent se recueillir, assez compliquée. Donc on peut passer sur une solution qui va être de repenser la minéralisation complète de ces espaces. C'est la première photo que vous voyez au milieu, qui, dans certains cas, peut s'imposer et peut complètement être légitime d'un point de vue gestion. Mais d'autres solutions par le végétal peuvent également exister avec les images que je vous ai mises. Ça peut être du sédum, notamment pour favoriser des espèces à croissance lente. C'est les essences qu'on retrouve sur certaines toitures végétales qui demandent très très peu d'entretien, qui ont une très grosse résistance à la sécheresse et qui vont pouvoir se développer et garder la perméabilité des espaces. Bon, et après, on a différents mélanges, je ne rentre pas dans les détails, mais qui peuvent aussi avoir un rendu visuel et donc une acceptabilité par les familles vraiment très, très positive. D'autres espaces, les abords, effectivement, quand on va créer un columbarium, comme c'est le cas sur la photo de gauche à Tours, c'est l'occasion aussi de penser biodiversité. Et donc là, par exemple, les murs de pierre sèche dans les gabions vont pouvoir aussi être favorables à la biodiversité en accueillant, par exemple, tout ce qui va être lézards ou reptiles qui vont se prélasser au chaud sur ces espaces. Ça peut être aussi l'occasion de mettre, par exemple, des nichoirs sur des arbres ou de recréer aussi des petites zones humides dans certains espaces du cimetière si la configuration géographique de votre cimetière le permet. Mais c'est vrai que cette notion de gestion des espaces des abords est vraiment importante aussi dans l'anticipation de la gestion future de votre cimetière. Je pense notamment à toutes les zones d'extension des cimetières où aujourd'hui, il est intéressant de réfléchir la place du végétal avant la place des sépultures. Et dans ce cas-là, on va avoir une autre vision de l'espace et donc on n'est plus sur un végétal qui va devoir s'insérer dans du minéral, mais plutôt l'inverse. Comment insérer une sépulture plutôt minérale, et encore, ce n'est pas obligé, dans l'espace végétal. Donc là, c'est de nombreuses idées qu'on évoque aujourd'hui. On ne rentre pas dans les détails par le temps manque, mais voilà. Et le dernier point sur les cimetières, je voulais évoquer avec vous aussi, c'est la place de l'arbre. Donc, je vous ai mis deux photos à gauche, c'est des arbres qu'on retrouve classiquement, les ifs ou les cyprès dans nos cimetières, souvent avec une taille assez géométrique parce que c'était la symbolique voilà, dans nos cimetières. Mais la tendance, et moi je vous encourage aussi là-dedans, notamment dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, ou plutôt l'adaptation, de se dire pourquoi pas végétaliser ces cimetières par la plantation pour avoir le résultat du cimetière du Père-Lachaise. Donc c'est un objectif effectivement peut-être utopique au vu des cimetières que l'on a sur notre territoire, mais qui donne vraiment l'impression d'être dans un parc. Et pour l'avoir testé aussi en 2019, en pleine canicule, c'est plus sympa de se balader dans le cimetière que dans les rues de Paris en plein soleil avec
ce phénomène d'îlot de chaleur que l'on connaît malheureusement maintenant trop souvent. Donc, c'est vrai que cette place de l'arbre, elle est vraiment à repenser, notamment dans le choix des essences, pour avoir des systèmes racinaires plutôt plongeants que superficiels, pour évidemment éviter de soulever les sépultures. Tout ça doit évidemment s'accompagner d'une communication. Il est extrêmement important d'expliquer les changements de pratique, les changements de paysage que vous pouvez lancer dans vos cimetières. Ça peut être par de petits panneaux tout simples comme ici sur la gauche, avec aussi on va dire des actions de communication qui vont un peu plus loin, avec notamment l'installation de tri pour séparer, par exemple, les bouquets de fleurs fanés, des pots ou autres supports plastiques, et inciter ici aussi au tri. Et je vous ai mis le logo du Éco-Jardin. Donc, là aussi, cette labellisation a été évoquée lors du webinaire du 3 février dernier, mais elle peut aussi se mettre en place sur les cimetières. Comme je vous le disais, les cimetières peuvent être imaginés comme des lieux de parcs, de balades, et vous pouvez valoriser ces démarches-là par cette labellisation. Donc, pour conclure sur le cimetière, nous avions réalisé en juillet 2020 un webinaire de 2 heures, un peu plus de 2 heures et demie, sur cette gestion écologique des cimetières, avec notamment des retours d'expérience en région. Donc, n'hésitez pas à aller le regarder, il est accessible en replay. Le lien sera dans la présentation, vous pourrez y accéder. Autre sujet que je vous propose d'évoquer, c'est notamment le lien entre biodiversité et bâti. On change complètement on va dire, de secteur dans la ville, mais il est important ici aussi de penser biodiversité au plus tôt des projets de construction. Donc là, on est vraiment sur l'aspect construction nouvelle. On a un nouveau quartier, on a des nouvelles habitations ou un simple immeuble qui va se construire. Ça peut être une salle de sport, ça peut être n'importe quel bâtiment. Il est important de penser biodiversité dès le départ. Pourquoi? Déjà, limiter l'impact, que ce soit au sol. Vous avez l'image notamment en bas d'une construction d'un écoquartier qui s'est construit sur une zone humide. Et bien là, typiquement, mis à part les aspects de compensation réglementaires que j'évoque pas aujourd'hui, a été pris aussi la limitation de l'impact par une construction sur pilotis pour avoir l'artificialisation la plus faible possible du sol et maintenir justement cette fonctionnalité, ce sol vivant sous le bâtiment, avec cette capacité aussi de stockage de l'eau. Et il est important la petite carte que je vous ai mis, d'avoir la connaissance, encore une fois, des enjeux de la parcelle. Donc, selon évidemment la taille du projet, vous êtes soumis à des contraintes réglementaires, d'études d'impact ou autres. Mais il ne faut pas le voir comme forcément une contrainte, mais plutôt comme une opportunité pour voir comment intégrer la biodiversité dans le bâti. Et bien évidemment, il faut maintenir les continuités écologiques, que ce soit par l'implantation des bâtiments ou par des contraintes aussi sur les clôtures. Et notamment, j'ai illustré ça par une clôture qui laissait 15 cm en pied de clôture pour laisser passer la petite faune. L'occasion de construire, c'est aussi l'occasion de penser le végétal sur le bâti. Donc, j'ai illustré ici un modèle assez technologique de végétalisation de façade, de mur, qui est extrêmement, intéressant d'un point de vue paysager, d'un point de vue esthétique, mais qui va pouvoir avoir plutôt des contraintes en termes de coûts, notamment coût à l'installation. C'est des modèles qui vont vraiment être souvent très onéreux, et coûts de gestion aussi, avec un entretien qui doit se faire régulièrement pour gérer les croissances de ces plantes, limiter l'encombrement au niveau des fenêtres, réparer éventuellement les systèmes d'irrigation quand ils sont nécessaires. Et le jour où l'irrigation casse ou tombe en panne, souvent on va voir les résultats assez rapidement, une dégradation très rapide de ces systèmes-là. Nous, le conseil qu'on vous propose plutôt, c'est de penser la végétalisation au long terme. Donc, effectivement, on n'aura pas la végétalisation immédiate et très esthétique, telle que la solution proposée par bloc sur la photo de gauche, par une végétalisation de plantes grimpantes. Là, l'idée, c'est, comme vous pouvez le voir sur la seconde photo, c'est plutôt d'envisager une plantation en pleine terre de plantes grimpantes et d'installer des filins le long de la façade qui vont permettre la croissance de ces végétaux. Donc, on va penser bien sûr à du lierre,
des clématites ou autres plantes grimpantes qui vont être effectivement favorables à la biodiversité, notamment par une fructification plus tardive, je pense aux lierres par exemple, pour fournir habitat, gîte aux insectes et aux oiseaux, et qui va revenir recouvrir cette façade en s'appuyant sur le filin, donc sans impact pour le mur, évidemment, mais qui va en plus apporter une seconde isolation thermique pour votre bâtiment. Donc, c'est vraiment un intérêt intéressant, un impact intéressant pour les constructions nouvelles, à la fois d'un point de vue purement esthétique, d'un aspect thermique, énergétique donc, et aussi d'un point de vue biodiversité en favorisant le végétal en ville. Et on va également avoir un rôle de ces façades végétales sur la filtration de la pollution de l'air, sur la réduction des effets d'îlots de chaleur, sur le rayonnement aussi des façades qui, quand elles sont en plein soleil, peuvent la nuit redonner la chaleur accumulée la journée. Donc, on va vraiment avoir un impact intéressant de cette végétalisation des façades. Mais on peut aussi imaginer la végétalisation des toitures. Donc là, encore une fois, plus le projet intègre tôt dans sa conception cette ambition de végétalisation, plus il sera facile de l'anticiper, notamment dans les dessins d'architectes, pour la portance, parce que vous imaginez bien qu'un toit avec des plantations de ligneux, tel qu'on peut le voir sur la photo du milieu à droite, nécessite un substrat en quantité suffisante, et donc il faut le prendre en compte dès la phase amont du projet pour en réduire l'impact financier sur le projet. Et après, ça peut se faire sur des végétalisations aussi très, on va dire, rapides, sur des locaux poubelles, comme j'ai pu l'illustrer, où on va avoir à la fois un impact biodiversité, évidemment, mais aussi pour une intégration paysagère de ces locaux qui ne sont pas forcément toujours traités de manière très esthétique. Un dernier aspect sur les constructions nouvelles, mais qu'on va retrouver aussi sur les constructions anciennes, c'est prendre en compte l'impact sur la faune. On a parlé flore juste avant, mais l'idée, c'est aussi d'intégrer la présence d'oiseaux, notamment dans le bâtiment. Ça va être éviter les grandes baies vitrées traversantes qui sont source de collisions avec les oiseaux. C'est énormément de mortalité aujourd'hui sur ces grandes façades vitrées. Mais ça peut être aussi d'intégrer dès la construction des nichoirs directement dans le bâtiment. Je vous ai illustré ça par des petites photos. On va avoir des nichoirs notamment à hirondelles en bas à gauche qui vont permettre la nidification de ces espèces qui sont, je le rappelle, protégées. Et on peut avoir aussi des systèmes qui vont directement dans l'isolation thermique des bâtiments pour permettre, par exemple, la présence de martinets. C'est le cas notamment sur la commune. Et j'ai illustré aussi, pour le coup, sur un clocher d'église. Donc là, on est venu en complément de la construction. Vous imaginez qu'on n'y avait pas pensé à la construction d'église, mais c'était la pose d'un nichoir à faucon pèlerin qui permet notamment l'installation de ce rapace qui va avoir un rôle, on va dire, d'épouvantail à pigeons. Et ça peut être, dans certains cas, une solution écologique pour réguler les populations de pigeons dans la ville. J'ai parlé des nouveaux bâtiments, mais on peut aussi intégrer, et il faut intégrer, la question de la faune dans la restauration écologique des bâtiments. On pense souvent rénovation énergétique on va boucher les trous dans les murs, dans les toitures pour limiter les déperditions en chaleur. Mais il faut savoir que ces espaces-là sont souvent aussi des lieux de vie, ou en tout cas de nichoirs pour les oiseaux. On pense chiroptères, chauves-souris dans les toitures. Il est important que dans la rénovation énergétique, vous puissiez maintenir des ouvertures pour ces espèces, pour préserver les chauves-souris, qui sont là aussi des espèces protégées, et qui vont venir nicher dans la toiture. Dans ces cas-là, il faut aussi envisager des solutions assez faciles pour gérer le guano, qui va pouvoir être un peu le pendant désagréable de la présence de ces colonies, mais qui, il faut savoir, est très bon pour le potager. Là aussi, on peut intégrer dans la rénovation thermique, dans les blocs d'isolants des nichoirs. J'ai remis une petite photo d'hirondelle, il faut penser à elle. Et idéalement, il faut, dans tout projet de rénovation énergétique, constater, faire le tour du bâtiment avant le lancement des travaux pour vérifier s'il y a présence ou pas de ces espèces-là et en l'occurrence, en prendre compte dans les travaux et essayer d'installer des nichoirs et autres pour favoriser leur maintien en présence et voire l'accueil de nouvelles espèces. Et enfin, j'ai remis la végétalisation parce que, comme je le disais tout à l'heure sur le neuf,
On peut aussi installer des filins avec des plantes grimpantes sur de la façade existante pour favoriser voilà, une façade végétale. Différents guides, ressources que je vous ai cités là, notamment le guide réalisé par Loiret Nature Environnement, qui est un très bon outil pour voilà, illustrer des pistes d'action pour préserver justement la faune sauvage dans le bâti. On a également un très bon guide avec différentes fiches retour d'expérience, des fiches techniques produites par la LPO avec le CAUE, avec les CAUE, que vous retrouverez aussi ici, et puis bien sûr le référentiel de la ville durable construit par Orléans Métropole. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je relaisse la parole à Marine pour le volet plutôt gestion des eaux pluviales. C'était très bien. Et en intermède, je me permets, en effet, la métropole a un référentiel de la ville durable qui est toujours en gestation. Et il a été présenté dans le volet ville durable des assises. Donc, ça peut se retrouver sur le canal ville durable. Marine, à ton tour. Merci, Benjamin. Alors, on va rester dans la continuité de ce que Benjamin vous a présenté sur des aménagements possibles, en s'intéressant à tout ce qui concerne donc la gestion de l'eau et comment faire des ouvrages de gestion de l'eau, des ouvrages qui tentent à fonctionner un peu comme des milieux aquatiques naturels, ou en tout cas à héberger potentiellement des espèces de milieux naturels. Donc, comment allier des fonctions hydrauliques en fait et la préservation de la biodiversité. Donc, différentes fonctions pour ces ouvrages. Alors, le constat actuel, c'est que avec l'extension urbaine, on observe souvent un problème de saturation des réseaux d'eau de pluie. Voilà, les canalisations n'étant plus suffisamment importantes pour accueillir les nouveaux tuyaux qui sont les nouveaux branchements, en fait, les nouvelles constructions. D'où le fait qu'actuellement, on tend à passer du tout tuyau vers une gestion de l'eau à la parcelle et à favoriser au maximum l'infiltration au plus près de la source des eaux de pluie. Donc ça passe par des aménagements d'une part, et donc de bassins tampons, de noues d'infiltration, etc. Et aussi par le fait de limiter au maximum les surfaces imperméabilisées et de privilégier par exemple des parkings avec voilà, une infiltration possible avec un revêtement qui permet l'infiltration plutôt que des parkings voilà, imperméabilisés. Donc, l'intérêt, c'est de chercher à créer des aménagements qui seront multifonctionnels, qui serviront pas seulement à la gestion de l'eau, mais aussi à la préservation de la biodiversité. Pour cela, il est important aussi de tenir compte de l'existant, de la présence des cours d'eau, de réseaux de drainage, de fossés, de mares, de bien étudier la situation préexistante des milieux naturels, des milieux aquatiques présents. Et la difficulté, c'est que ça nécessite évidemment une grande transversalité entre les différents services, en particulier donc service urbanisme qui conçoit les projets, service espace vert, voirie, et puis voilà les personnes également qui s'occupent de toute la partie donc gestion des eaux pluviales, et également service environnement évidemment quand il existe, surtout lorsqu'on a voilà des inventaires de biodiversité, et c'est là qu'il faut vraiment en tenir compte. Donc, on peut, en fait, un petit peu une gradation, on peut déjà commencer par désimperméabiliser ou éviter l'imperméabilisation en créant, par exemple, voilà, sur la photo de gauche, des parkings avec un engazonnement qui favorise la filtration de l'eau, jusqu'à une renaturation, c'est-à-dire aller vers quelque chose de beaucoup plus naturel, avec des sols naturels, en fait, et une végétation qui va être gérée de manière à pouvoir accueillir davantage de biodiversité. Alors actuellement, en fait, les bassins tampons, enfin les ouvrages sont souvent gérés avec une approche plutôt paysagère,
Bon, ça, c'est très, très français, en fait, d'aller vraiment vers l'esthétique, vers le côté visuel, centré sur le végétal, le minéral, l'aspect un petit peu architectural, on va dire. Mais souvent, ça nécessite davantage d'entretien, des plantations horticoles. Ça peut être potentiellement très consommateur d'eau en fonction des espèces qui sont choisies. Alors qu'on peut aller vers une approche plus écologique, en fonction aussi de l'espace sur lequel on se place, évidemment. Ce dont parlait Benjamin tout à l'heure, c'était une gestion différenciée, où on ne traitera pas de la même manière, évidemment, un espace qui est vraiment en ville, à proximité d'un bâtiment, et un espace qui est en zone périurbaine. Mais on peut aller vers une approche plus écologique, avec du végétal local, avec un entretien minimum, et puis en cohérence avec évidemment les autres milieux naturels qui sont à proximité. Donc, quelles sont les conditions pour qu'un ouvrage de gestion des eaux de pluie remplisse également des fonctions d'accueil de la biodiversité? Alors, bon, là, ce sont des exemples de nids d'infiltration qui sont certes intéressants parce qu'évidemment, on aurait pu avoir un fossé en béton ou un tuyau, des tuyaux enterrés, alors que là, non, on cherche à collecter les eaux de pluie et à favoriser leur infiltration. Par contre, comme vous pouvez le constater, ce sont des espaces qui sont donc entretenus avec une tonte régulière, ce qui nécessite évidemment un certain investissement, un certain effort d'entretien aussi. C'est un coût pour la commune, mais c'est aussi un coût quelque part pour la biodiversité, qui ne pourra pas vraiment s'exprimer sur ces milieux-là. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus évolué, où le végétal est plus présent. On a vraiment une approche paysagère qui est plus esthétique, qui est recherchée, mais qui nécessite aussi pas mal d'entretien, évidemment, pour la conduite de ces végétaux horticoles. Donc, très adapté pour des secteurs vraiment urbains avec une approche architecturale. Et puis, on peut aller dans des secteurs un petit peu plus éloignés, des habitations, sur des espaces verts, sur des parties un petit peu marginales, en bordure des passages, vers une gestion plus écologique qui va, du coup, intégrer des espèces locales. On va pouvoir laisser s'exprimer la végétation spontanée. Et donc, la première étape, déjà, c'est d'éviter des espèces horticoles. Alors, en tout premier lieu, les espèces exotiques envahissantes, que vous connaissez peut-être. C'est souvent par le biais de plantation d'espèces horticoles qu'on amène des espèces qui ensuite deviennent un petit peu ingérables dans les milieux naturels. Si on va plus loin, on va chercher à privilégier dans les plantations des végétaux d'origine locale. Ça, Benjamin en a beaucoup parlé déjà. Et puis, on peut aller aussi jusqu'à privilégier simplement un développement spontané de la flore, en s'assurant évidemment qu'on n'a pas nécessairement que des orties ou des ronces, ou bien que ce soit nécessaire et très intéressant de les développer par endroits, mais s'assurer aussi qu'on n'ait pas des espèces exotiques envahissantes justement qui prennent le dessus, comme c'est souvent le cas sur des milieux pionniers, sur des endroits qui ont fait l'objet de terrassements ou de travaux. Donc, je vous invite à aller voir sur le site aussi de l'ORB des suggestions de plantations plus adaptées, de végétaux plutôt autochtones, pour se rapprocher donc d'essences intéressantes pour des aménagements plus favorables à la biodiversité. Et puis, un aspect important, évidemment, c'est la gestion. En favorisant plutôt donc une fauche la plus tardive possible, plutôt à l'automne, en essayant en fait de limiter au maximum les interventions, tout en conservant quand même une fonctionnalité du milieu. Voilà, donc ce que disait tout à l'heure Benjamin. Et puis, un aspect important, donc dès lors qu'on s'intéresse donc aussi à la gestion des eaux de pluie, c'est de vraiment prendre en compte l'existant, parce que jusqu'au cœur des villages, on peut avoir des mares et des bassins tampons qui peuvent être intéressants et qui peuvent être à la fois revalorisés et restaurés pour accueillir la biodiversité. Et puis, en zone périurbaine, on peut avoir aussi des zones humides, sans forcément avoir de l'eau libre. Une zone humide, c'est pas forcément facile à identifier du premier regard. Il faut vraiment aller regarder de plus près la flore et le fonctionnement du sol.
Sur la photo de gauche, par exemple, là, on a une zone humide, hein, il y a quelques joncs, et si on fait des carottages pédologiques, on s'aperçoit que le fonctionnement du sol, en fait, est vraiment sous contrainte de la présence d'une lame d'eau qui peut aller jusqu'à affleurer. C'est parfois inondé l'hiver, mais pas forcément tout le temps. Mais simplement, la présence de cette eau dans le sol crée un fonctionnement très particulier de ces zones qui joue un rôle du coup important, notamment dans l'épuration de l'eau, et puis qui joue une fonction de stockage de l'eau, hein, comme des grosses éponges. Donc, elles ont déjà cette capacité en fait de stocker l'eau qui est intéressante. Et donc, c'est important de les prendre en compte avant de construire des bassins tampons. Comme là, c'était le cas donc sur la ZAC de Marigny, où un grand bassin tampon a été construit, en fait, a été décapé sur la zone humide, sans tenir compte des espèces qui étaient présentes au départ sur ce secteur. Par ailleurs, il y a des mares aussi sur ce secteur, et il n'a pas été envisagé de les alimenter en eau de manière un peu plus importante, parce que ces mares s'assèchent actuellement. Il y a un déficit en eau. Or, pourquoi ne pas les utiliser pour la gestion des eaux pluviales, alors que ce sont des mares intéressantes existantes? Et pourquoi créer des bassins tampons supplémentaires? Il y a une réflexion intéressante à mener et à prendre en compte donc les milieux naturels existants. Alors, sur le site de la ZAC, toujours de Marigny, les usages, des aménagements ont été prévus malgré tout pour les amphibiens, puisque la présence d'amphibiens a été repérée sur le site. Donc, pour parler également d'une problématique intéressante qui est celle de la continuité des trames bleues, qui doivent être aussi prises en compte dans la gestion des eaux pluviales dès lors que l'on crée des nouveaux ouvrages, que l'on aménage les sites, bien veiller à ce qu'il y ait des continuités possibles. Et là, en l'occurrence, sur la photo de droite, hein, pour les petits passages en béton que vous voyez, donc sont destinés au passage des amphibiens sous la route, pour qu'ils puissent passer d'une mare à une autre, ou d'un boisement à la mare au moment de la période de reproduction. Et puis, attention aux avaloirs notamment, et à tout ce qui peut constituer des pièges pour les amphibiens, surtout quand c'est vraiment sur des lieux de passage, en fait. Quand on a vraiment connaissance de populations d'amphibiens qui sont susceptibles de passer en grand nombre sur ce secteur. D'où l'intérêt, je reviens toujours un petit peu à ça aussi, des atlas de biodiversité communale, et le fait de connaître quelles espèces sont présentes, est-ce qu'on en a en quantité ou pas, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de souci pour installer un avaloir. Voilà. Les contraintes ne seront pas les mêmes en termes d'aménagement, en fonction de la connaissance qu'on a des espèces et des populations. Alors, donc, oui, au cœur d'un certain nombre de villages, on a des mares communales, parfois, qui peuvent être intéressantes, qui ont souvent été construites d'ailleurs pour recueillir les eaux de pluie, et qui peuvent faire l'objet de restauration et d'aménagement, car bien souvent, elles abritent des espèces intéressantes, voire même des tritons parfois, en plein cœur d'un village, et dans des endroits où on n'aurait pas imaginé leur présence possible. Ensuite, oui, je voulais évoquer le fait que les mares, les mares sont d'une grande diversité et peuvent parfois héberger des espèces remarquables, même dans des endroits pas nécessairement, on n'aurait pas forcément attendu ces espèces-là. Alors, dans le cadre du programme Valmar, des chercheurs ont réalisé une étude sur 130 mares autour d'Orléans, entre la forêt d'Orléans et la Sologne. Et il y a plusieurs résultats très intéressants qui sont sortis de cette étude générale sur ces 130 mares. D'une part, ils ont pu identifier le fait que en chaque mare est un petit peu caractérisée par une ou deux espèces végétales particulières, qui est un peu la signature un peu de chaque mare. Donc en fait, chaque habitat est un petit peu unique aussi. Hein, la biodiversité, c'est ça aussi, c'est la diversité des habitats. Et même au sein de l'habitat mare, il existe plein de mares différentes, et chacune a un petit peu son cortège d'espèces spécifiques.
C'est pour ça que quand on comble une mare, en fait, on sait qu'on va perdre peut-être quelques espèces intéressantes qui étaient présentes. Mais là, on était plutôt sur des mares relativement anciennes, qui ont pu être colonisées par des espèces intéressantes. Et puis parmi les résultats intéressants aussi, il y a eu un comparatif de fait entre les mares qui hébergent des poissons et celles qui n'en ont pas. Et très clairement, la diversité floristique, là c'est surtout sur les plantes que l'étude a porté, la diversité floristique était beaucoup plus importante sur les mares sans poissons. Donc la présence de poissons affecte non seulement les invertébrés aquatiques, bien sûr, les amphibiens, parce que les poissons mangent les têtards et les larves de tritons, mais également la diversité floristique. Donc avant d'aller mettre des poissons rouges ou des carpes ou autres dans un bassin, attention, si on veut préserver la biodiversité, il ne faut pas mettre de poissons. C'est un des principes un petit peu et ça ressort assez bien dans le cadre de cette étude. Alors, parmi quelques idées un petit peu générales par rapport à l'aménagement des mares, il faut penser à diversifier les pentes, mais globalement encore plutôt des pentes douces, aussi pour des raisons de sécurité d'ailleurs, hein. Les pentes abruptes, on peut plus facilement tomber dedans. Favoriser la végétation parce que cette végétation d'élophytes, c'est-à-dire les plantes qui vont s'installer sur des berges en pente douce, c'est un très bon support pour les prédateurs naturels que sont donc les amphibiens, les libellules, qui sont des prédateurs naturels des moustiques. Hein. Ça peut être intéressant de contrôler les populations de moustiques, surtout quand les mares sont à l'intérieur de villages ou à proximité d'habitations. Et puis, un autre principe important aussi, c'est de surveiller la qualité de l'eau. Quand il s'agit d'eau pluviale, l'intérêt, c'est qu'on a des eaux qui sont peu chargées en azote, normalement peu chargées en azote et en phosphore, qui sont relativement claires. Et donc, c'est plutôt un bon support pour avoir une biodiversité intéressante. L'étude dont je parlais tout à l'heure a montré aussi que la diversité floristique était d'autant plus importante que le taux de nitrate était bas dans les mares étudiées. Donc un élément important, c'est la provenance de l'eau évidemment qui va alimenter ces mares. Et puis veiller aussi à ce que autour on ait de la végétation, on ait des arbres, en particulier pour les amphibiens qui ont besoin la plus grande partie de l'année en fait d'avoir des zones de cache. Sous des souches d'arbres, sous des tas de bois, dans des haies. Donc tout cet aspect aussi terrestre est important pour avoir des espèces un peu variées dans une mare. Donc j'en ai terminé. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à cette présentation. Et puis je redonne donc la main à Benjamin pour la suite, donc sur territoire engagé pour la nature. Merci. Merci. On en profite, on va vous donner le lien dans le chat. À la métropole, on a également un guide de gestion écologique. Agathe va vous donner le lien. On a des conseils notamment sur les mares. Merci. Et à mon tour de reprendre la parole et de conclure finalement cette présentation par la présentation d'un outil qui permet de structurer l'ensemble des actions qu'on a pu aborder, présenter aujourd'hui, et qui vise vraiment à structurer et à accompagner les collectivités qui souhaitent s'engager. Il s'agit du dispositif Territoire engagé pour la nature, donc il y a un dispositif qui a émergé en 2019 au territoire national avec une mise en œuvre régionalisée, comme l'a évoqué Marine tout à l'heure, qui fait partie en fait d'un ensemble de trois actions, trois dispositifs. Donc, territoire engagé qui vise à mobiliser les collectivités, entreprise pour, comme son nom l'indique, viser à mobiliser les entreprises sur des actions en faveur de la biodiversité à la fois en termes de gestion de sites et en termes de process, et le volet partenaire qui vise à engager l'ensemble des acteurs qui ne sont pas sur du foncier, mais qui ont plutôt une entrée gestion de réseau d'acteurs, par exemple, pour prendre en compte la biodiversité dans l'animation de ces réseaux. Et donc, le volet biodiversité,
pour les collectivités de territoires engagés, c'est vraiment une démarche de progrès qui vise à faire émerger des projets en faveur de la biodiversité à horizon 3 ans. Donc, on est vraiment dans une opérationnalité à court terme. Donc, il faut que dans les 3 ans, on ait des concrétisations sur le terrain en faveur de la biodiversité. Ça permet effectivement de mobiliser les services, mobiliser les partenaires du territoire et bien évidemment d'être accompagné pour arriver à mettre en œuvre les actions que la collectivité s'engage à mettre en œuvre pendant ces 3 ans. Bien évidemment, l'engagement, il doit être sur l'ensemble des domaines de compétences des collectivités. On a beaucoup parlé espace vert, on a parlé gestion de pluie, on a parlé éclairage, on a parlé urbanisme, documents d'urbanisme, on n'a pas trop parlé encore mobilisation citoyenne, animation, éducation à l'environnement avec les scolaires. Voilà, il y a énormément d'actions qui peuvent être menées par les collectivités à leur échelle, à leurs moyens, avec leurs moyens. Et l'idée, c'est effectivement de profiter de cette démarche territoire engagé pour la nature pour structurer son action sur l'ensemble de ses champs et aller dans un progrès global sur son territoire en 3 ans. Donc, pour une collectivité, s'engager dans ce dispositif a un intérêt premier, c'est d'être accompagné pour formaliser son programme, réfléchir ensemble à quels sont les enjeux de son territoire, quelles sont les actions déjà réalisées. Vous ne partez pas de rien, évidemment, vous avez un historique, et c'est comment amplifier l'ensemble des actions que vous avez pu mettre en œuvre. Renforcer vos connaissances et vos compétences. Donc, l'idée, c'est de bénéficier voilà, d'un club, d'un appui pour pouvoir voilà, du partage d'expériences, bénéficier de guides, faciliter aussi l'accès au financement, parce que c'est quand même le nerf de la guerre de pouvoir être accompagné financièrement dans la réalisation de ces projets. Et donc voilà, c'est bénéficier aussi de cette valorisation de votre engagement au niveau régional, local et bien évidemment national, pour montrer effectivement que votre collectivité a souhaité s'engager, a souhaité mettre en œuvre des actions concrètes à 3 ans et avec cet objectif de réaliser ça dans les 3 ans. Donc, comme le disais, c'est une mise en œuvre régionalisée. Donc, aujourd'hui, quasiment toutes les régions métropolitaines se sont engagées à déployer ce dispositif. En Centre-Val de Loire, donc c'est l'ARB Centre-Val de Loire, donc et moi-même qui anime le dispositif avec l'appui d'un collectif régional dont vous retrouverez les membres sur cette diapositive, qui va regrouper principalement les services de l'État, l'OFB, bien évidemment, les 2 départements qui sont membres de l'agence, pour le coup, il n'y a pas le Loiret, les 2 agences de l'eau, et également le conseil régional. Et donc, ce dispositif s'adresse à qui? Aux communes et aux intercommunalités. Donc, pour candidater, donc, ça passe par un état des lieux de vos pratiques actuelles pour savoir où vous en êtes, quelles sont les actions déjà réalisées, quels sont les enjeux sur votre territoire et quel est le programme d'action à 3 ans que vous proposez. Donc, tout ça se formalise sous la forme d'un questionnaire et c'est la candidature via le questionnaire qui permet par l'évaluation du collectif d'être reconnu. Et donc, le dispositif va être réouvert du 15 juin au 15 décembre 2021, donc sur le second semestre prochain. Et ça permet concrètement de structurer vos démarches et on vous invite fortement à y aller. Aujourd'hui, on a 11 collectivités qui sont reconnues, dont Ingré qui est présent aujourd'hui. On a aussi Olivet pour la métropole d'Orléans et Saint-Jean-de-Bray aussi qui s'est engagé avec un plan d'action aujourd'hui. Et on a de nouvelles collectivités qui ont candidaté et dont le jury candidaté fin 2020 et dont le jury est prévu cette fin de semaine. Donc d'ici la fin du mois de février, cette liste devrait également s'allonger. Concrètement, comment on évalue le dossier? Il y a un seul critère obligatoire. Le critère obligatoire, c'est la réalisation des inventaires de la biodiversité communale ou l'Atlas. Je ne reviendrai pas dessus, on vous les a présentés. Et je rappelle juste que l'Atlas de la biodiversité communale aujourd'hui fait l'objet d'un appel à projet pour être financé jusqu'à 80%. N'hésitez pas à vous rapprocher soit de moi, soit de Marine pour avoir les informations. Et voilà, il y a différentes thématiques prioritaires. Je ne vais pas toutes les reciter parce qu'on en a évoqué beaucoup autour de cette présentation, qui vont être regardées avec attention pour faire en sorte que vous puissiez agir sur ces thématiques. Et ça se traduit concrètement pour les territoires qui sont engagés aujourd'hui à des travaux sur de la plantation de haies, la photo sur Ingré, à de la gestion de l'eau pluvale, on l'a évoqué, la gestion de prairies humides aussi, l'éducation à l'environnement, maintenir un dialogue et sensibiliser vos agriculteurs à la préservation de l'environnement, la gestion de la pollution lumineuse, etc., etc. Je vais faire court
parce qu'il faut qu'on garde du temps pour le dialogue. Voilà, je m'arrête là. Merci Benjamin. En effet, je pense que ça nous permet de faire la transition toute trouvée. Pour vous inviter à poser vos questions dans le chat, il y en a plusieurs qui ont déjà trouvé réponse. Merci Pascal et Agathe. Il y en a une qui peut peut-être lancer le débat. C'est une question donc, de Luc qui pose la question: comment protéger du comblement des mares existantes de moins de 1000 m² à proximité de parcelles agricoles? Donc, il y a peut-être la question de la réglementation et surtout de l'implication des parties prenantes et des agriculteurs peut-être également. Marine ou Benjamin, peut-être avez-vous des éléments à nous apporter? Marine? J'étais justement en train de répondre via le chat. Ah oui, en effet. Voilà, effectivement. Alors, moi, je connais plus les outils réglementaires classiques, on va dire, de droit de l'environnement, qui sont la protection des zones humides. Mais alors une mare n'est pas vraiment considérée comme une zone humide au sens de la loi sur l'eau. Par contre, les abords de la mare, si on a en fait une zone humide avec une petite partie en eau et puis le reste véritablement en zone humide, à ce moment-là, la loi sur l'eau va protéger cet espace uniquement au-delà de 1000 m². Donc effectivement, moins de 1000 m², c'est souvent compliqué d'empêcher le comblement de mares, et seule la présence d'espèces protégées peut permettre d'intervenir, à condition bien sûr que le propriétaire en soit informé. C'est-à-dire que voilà, s'il comble la mare, mais voilà, qu'il n'avait pas connaissance de la présence de ces espèces, évidemment, ça ne peut pas lui être reproché. Ceci dit, comme le disait Pascal, je crois, effectivement, le recours au PLU, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant sans doute et de plus prometteur, de même que pour protéger les haies. Ensuite, au niveau agricole, je sais qu'il existe sans doute aussi des pistes de ce côté-là par rapport aux bonnes conditions agro-environnementales pour la protection des haies et des mares, mais à condition évidemment qu'elles aient été bien identifiées et recensées, quoi. Donc on est toujours sur la question de la connaissance du patrimoine naturel et de sa bonne localisation. Mais effectivement, un autre volet extrêmement important, c'est de redonner une fonctionnalité à ces lieux, que ce soit en secteur agricole ou périurbain. On a parlé de la gestion de l'eau pluviale, évidemment, mais c'est vrai que ces lieux, souvent, qui ont été comblés, ont conduit par la suite à l'inondation des maisons voisines ou à une problématique d'eau. Et clairement, on a des projets de recréation de mares, de zones humides, sur d'anciennes mares comblées, parce qu'il y a eu cette apparition d'une gestion de l'eau de pluie qui a été problématique. Et c'est vrai que le dialogue, et comme au-delà des informations qu'a apporté Marine ou même Pascal dans le chat, un peu réglementaire, où on passe vraiment par ce dialogue pour redonner un usage et une vocation, une fonctionnalité à ces lieux pour pouvoir les préserver derrière et que les gens comprennent pourquoi il faut les préserver. Même un agriculteur, il va peut-être préférer avoir un espace bas dans sa parcelle qui va récupérer les eaux, sur lequel, certes, il va peut-être perdre sa culture, mais qui va permettre de protéger, on va dire, une zone plus large de sa parcelle sur laquelle il va pouvoir quand même rentrer pour faire ses travaux agricoles sans risque de labourer le champ rien que par les pneus, quoi. Ouais, après, le problème, c'est que c'est un cas particulier sur un grès, hein, ça continue parce qu'ils sont toujours à vouloir étendre leurs pratiques sur les chemins agricoles et les mares. Et le problème sur un grès, c'est que le PLU, les éléments de paysage, c'est que des vieilles maisons. Et il y a quelques arbres, les quelques arbres qui sont indiqués dans le PLU, c'est des arbres dans les jardins privés. Et je pense qu'il y a eu une méconnaissance que les éléments de paysage, c'est des haies, c'est des reliquats de vergers, parce que sur un grès, il reste quelques vergers, des lignes d'anciens vergers, mais les agriculteurs, ils passent à 40 cm du tronc. Comment on peut garder ces éléments de paysage quand on passe si près des troncs? Et comme c'est pas recensé, ça continue à disparaître. On simplifie le paysage agricole et c'est ça qui est un peu
qui est un peu triste, c'est qu'on engage les actions de replantation, mais à côté de ça, ce qu'on plante, eh ben, il y a 10 fois plus qui est détruit. Et ça se poursuit. Et à Ingré, là, il y a encore une mare de moins de 1000 mètres carrés. Ils ont coupé toute la végétation autour. Et petit à petit, elle faisait peut-être 2500 mètres carrés il y a 10 ans. Maintenant, elle fait moins de 1000 mètres carrés. Et puis peut-être dans 2 ou 3 ans, elle fera peut-être 300 mètres carrés. Et puis voilà, on disparaîtra, comme d'autres. C'est vrai que malheureusement, c'est une tendance qu'on a du mal à freiner. Le PLU est une opportunité. Là, les discussions qui sont en cours peuvent permettre effectivement d'identifier ces lieux-là. Après, là, si la tendance effectivement que tu décris, Luc, j'ai peur que même le classement en PLU ne suffise pas. Dans ce cas-là, on est bien démunis. Oui, je sais bien. Et puis pourtant, à Ingré, 2016, les inondations, c'est pas venu de la Loire, hein, c'est venu des champs. Hein. Donc moi, je continue à essayer de sensibiliser les élus. C'est dommage que Thierry Blin est parti sur le fait que ces mares, il faut absolument les préserver. Et il faut que le maire, qui a quand même pouvoir de police, puisse, à son niveau, mettre une pression sur les exploitants agricoles. Parce qu'à côté de ça, ils touchent des aides de la PAC pour des mesures dites environnementales, mais sur Ingré, la plaine agricole, ces mesures-là, je ne sais pas pourquoi ils sont payés, hein, parce qu'ils ont plutôt tendance à faire l'inverse de ce qu'il faudrait faire. C'est un vaste débat. Je ne sais pas si on Alors aura j'espère qu'avec la l'occasion nouvelle d'aborder. PAC, ça va changer, parce qu'a priori, la nouvelle PAC, il a l'air d'avoir des dispositifs un peu plus contraignants. On espère. Mais c'est vrai que là, pour le coup, il faut éventuellement se rapprocher des DDT pour constater avec eux, faire constater effectivement la disparition de ces éléments-là. Ils ont à la fois la compétence loi sur l'eau, de police aussi, dans l'environnement. L'OFB peut aussi éventuellement faire des constats et après rapporter ça on va dire au réglementaire. Sur le volet PAC, c'est encore une fois les DDT qui vont pouvoir aussi contrôler le respect des bonnes conditions agroécologiques qu'évoquait tout à l'heure Marine, et notamment le maintien des surfaces en équivalent topographique, les SIE, qui ont peut-être changé de nom depuis, je ne sais plus. Enfin, c'est des éléments en fait que la PAC impose. C'est un pourcentage en fait d'éléments paysagers, biodiversité, présents à l'échelle d'une exploitation agricole. Mais ce qu'on voit souvent, c'est que on va avoir la destruction dans un secteur pour tout mettre en termes d'éléments de paysage sur un autre qui est à moindre intérêt agronomique. Et c'est vrai que on va déplumer Pierre pour tout laisser chez Paul et ça ne résout pas tout, malheureusement. Les surfaces d'intérêt écologique, nous dit Pascal. Oui, donc c'est bien ça. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les points qui auraient pu être abordés dans ce webinaire? Je pense notamment aux gestions des espaces, peut-être sur les cimetières, des précisions sur les IBC, ABC peut-être. N'hésitez pas, on a encore quelques minutes à passer ensemble. Sinon, la question a été posée, donc j'avais écrit la réponse, mais je le donne à l'oral. Il y aura bien sûr un replay de notre webinaire qui sera disponible, ainsi que toutes les présentations qui seront en ligne sur le site des Assises, qui vous permettront de pouvoir y revenir et d'accéder aux différents documents dont on a pu mettre les liens. Si tu me permets, Anne, je réagirais bien. Je l'ai fait dans le chat, mais sur la question qui a été posée sur les friches. Ah oui, s'il y a besoin d'un complément à l'oral, en effet. Enfin, je sais pas, vu qu'il n'y avait pas d'autres questions, je profite du temps de parole. En fait, c'est vrai que la question des friches est extrêmement compliquée à gérer parce qu'il y a de multiples enjeux qui tombent dessus. À la fois, bien évidemment, l'enjeu foncier, tout simplement. Hein. Il vaut mieux urbaniser peut-être une friche en milieu déjà pré-urbanisé ou en tout cas en milieu pour éviter l'étalement urbain, d'aller sur des espaces agricoles ou naturels. Mais effectivement, la friche peut avoir vu la végétation et la biodiversité s'y développer. Donc, il faut évidemment, encore une fois, connaître, et là je fais un clin d'œil à Marine, connaître la biodiversité qui s'y est développée pour savoir s'il n'y a pas des espèces protégées qui pourraient tout bêtement empêcher l'urbanisation ou en tout cas imposer des contraintes réglementaires de compensation. Derrière, il y a également les diagnostics plutôt sol pollué, parce qu'il y a clairement des espaces dus à une activité, je pense à
des anciennes tanneries, des garages ou toute autre activité industrielle peut avoir laissé des pollutions dans les sols, ce qui va aussi impacter l'avenir de ces parcelles. Est-ce qu'on peut dépolluer? Est-ce qu'on est en capacité de dépolluer? Il peut y avoir de la dépollution par la phytoremédiation, donc par les plantes aussi. Donc, il y a vraiment une complexité dans ces espaces-là qui malheureusement ne peut pas apporter de réponse simple et unique à chaque cas particulier de friche. Mais c'est effectivement des enjeux aujourd'hui qui sont, enfin des parcelles qui sont à de nombreux enjeux et voilà, ça peut entraîner de vastes débats, je pense. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est de connaître ces enjeux, de connaître les différents paramètres d'aménagement ou non de ces espaces pour prendre des décisions éclairées le moment venu sur l'avenir de ces friches. Il y a une autre question. Donc, Benjamin, est-ce que tu pourrais préciser la ville où se situe l'écoquartier en zone humide dont tu as parlé, qui pourrait nous inspirer, nous, donc c'est une collègue de la ville d'Orléans. Merci d'être avec nous. Là, très clairement, c'est mon ancienne vie. J'ai travaillé à Strasbourg, à l'Eurométropole de Strasbourg, et c'est l'écoquartier du Bory, la ZAC du Bory, qui effectivement a été urbanisé donc, sur un secteur voilà, à proximité d'un tram, mais un secteur humide, avec des problématiques aussi espèces protégées. Il y avait du crapaud vert, qui est une espèce voilà, présente en Alsace. Et si besoin, je pourrais transmettre des références à Anne sur cet écoquartier et qui a été construit à Strasbourg. De mémoire, ça faisait peut-être partie des éléments dans des dossiers capitales de la biodive de la ville de Strasbourg. Donc les éléments sont en ligne, mais si tu as des compléments, on sera preneur. Pas de souci. Et je vois Pascal qui ajoute qu'en région, il y a des adaptations d'urbanisme liées au risque inondation à aller chercher auprès de Romorantin, Saint-Pierre-des-Corps aussi. Donc on aura de quoi aller investiguer en local ou un petit peu plus loin. Ce qui me permet moi aussi de prêcher pour ma paroisse pour le concours capital de la biodiversité qui, outre Thènes et les IBC en région centre, est aussi un vivier de retour d'expérience au niveau national sur ce qui se fait, la démonstration par l'exemple. Voilà, c'est quelque chose sur lequel je vous encourage à aller regarder. Et on donnera le lien sur le site des Assises pour vous faciliter la recherche. Je vois qu'il est bientôt l'heure, donc on vous propose de conclure. Et pour cela, je vais passer la parole à Capucine Fedrigo. Merci en tout cas pour vos questions. Merci à tous. Je suis Capucine Fedrigo, je suis pilote politique en trinôme avec Anne Trouillon et Luc. On est tous les trois sur la thématique biodiversité. Voilà, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire, comme d'habitude, toujours aussi intéressant. Et je vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire qui aura lieu le 18 février sur l'agroforesterie. Je vous reprécise l'horaire. 18 février. Le 18 février, oui, j'ai bien la bonne date cette fois, mais j'ai plus l'horaire. Alors bon, voilà. 8h. 18h, d'accord, très bien. Bon, bah voilà, je fais les choses à moitié, je suis encore désolée. Par contre, insister sur on a également un land art qui est ouvert depuis le week-end dernier. Ça se passe à l'île Charlemagne. C'est une création qui est faite par des artistes et qui évolue avec la nature. Et vous avez la possibilité de vous inscrire pour des visites tous les week-ends jusqu'à la fin du mois de mars pour contribuer encore à l'évolution de cette œuvre. Ce sera à la fois vous qui la ferez vivre et la nature qui s'y greffera. Donc, ce sera une expérience particulièrement intéressante. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt pour le prochain webinaire. Et il y a aussi un autre webinaire pour les élus aussi, et les techniciens et les professionnels, c'est celui de Plantes et Cités. Oui. Le 17 février, il me semble aussi, Anne. Tout à fait. Oui, alors je ne savais pas si je devais le présenter. Alors celui-là, en effet, il est aussi ouvert aux techniciens et aux élus. La petite subtilité, c'est qu'il n'est pas en ligne sur le site des Assises. C'est par un mail qu'on a déjà dû vous envoyer ou qu'on vous renverra et qui demande une inscription directement sur le site de Plantes et Cités. Voilà. Et l'horaire, c'est bien 14h le 17. Et ça dure de 14h à 15h30.
et on parlera solutions fondées sur la nature, ce qui peut vous allécher, on l'espère, pour que vous soyez présents avec nous. Voilà. Et je réponds aussi à Marine. Non, la visite du parc de Loire a dû être reportée à des temps sanitaires plus cléments parce qu'il était aussi compliqué pour nous de mobiliser l'AMO du parc de Loire. Mais on espère bien pouvoir la faire à l'été ou au printemps si on le peut. Voilà. Merci à toutes et à tous. Je pense qu'on est dans les temps pour conclure et on vous espère du coup présents avec nous le 17 et le 18. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci. Merci, au revoir, à bientôt. Merci. À bientôt, merci.